Notre conférencier ce soir est médecin psychiatre. C'est logique pour parler de mémoire traumatique, de dissociation psychique et de MDR. François Louboff nous guide et nous accompagne dans cette découverte. Études de médecine à Paris, internat à Tours, où il travaille depuis 30 ans. Rapidement, c'est l'écoute de ses patients qui le décide à compléter sa formation, déjà spécialisée en TCC comme en médecine légale psychiatrique. Début des années 2000, il choisit l'hypnose et le MDR, alliance d'humanité et d'efficacité, deux aspects consubstantiels d'une pratique digne de ce nom dans ce domaine particulier du psychotraumatisme. Savoir-faire et savoir-être qu'il partage sur son blog et sa chaîne YouTube. Alors merci Thierry d'accueillir cette conférence. Merci Mensa, partenaire au-delà des frontières et des différences. C'est aussi et surtout cela Mensa. La parole est au docteur Louboff. Bonne conférence à tous. Bien, merci Viviane pour cette introduction courte mais informative, c'est très bien. Donc bonsoir à tous ou bonjour à tous selon votre lieu de résidence. Donc je remercie bien sûr Viviane et Thierry de m'avoir invité à vous parler de ces sujets qui représentent en fait mon quotidien, le stress post-traumatique, la dissociation et la mémoire traumatique. Alors, pour commencer cette intervention, mon intervention, je voudrais vous montrer un très court extrait d'une archive qui date de la Première Guerre mondiale. Donc, je vais lancer la petite vidéo. Donc voilà, lors de la Première Guerre mondiale, 800 000 soldats français ont souffert de ce qu'on appelle à l'époque l'obusite. Les principaux symptômes de cette étrange maladie étaient le mutisme, la cécité, la surdité, les paralysies, la confusion mentale, les cauchemars, les troubles de mémoire, les tremblements, comme on le voit ici, les tics, comme on le voit là aussi. Or, les symptômes de cette obusite ressemblaient de très près aux symptômes dont souffraient dans les années 1880 les femmes que le neurologue français Jean-Martin Charcot soignait à la Salpêtrière et qu'on appelait à l'époque des hystériques. Mais désigner des hommes, des soldats, par ce terme aurait été trop dégradant, honteux. Obusite était nettement plus honorable, même si en fait la plupart des soldats qui en ont souffert n'ont jamais été blessés par des éclats d'obus. Ces troubles avaient déjà reçu en 1884 un autre nom par un psychiatre allemand, Hermann Oppenheim, celui de névrose traumatique. Et on savait depuis la guerre civile américaine de 1861 que les soldats pouvaient développer des perturbations psychologiques durables. Aujourd'hui, ces manifestations sont étiquetées syndrome de stress post-traumatique. Ce syndrome de stress post-traumatique est la DSM, qui est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Précisons que la classification des maladies qui est faite, la concurrente du DSM, qui est l'ICD, la classification internationale de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, elle ne fait mention du syndrome de stress post-traumatique que depuis que ce diagnostic avec ce diagnostic de stress post-traumatique, ça signifie que le corps médical et la société reconnaissent enfin les souffrances psychiques qui sont exclusivement liées à des événements extérieurs. C'est d'ailleurs la seule maladie
dans le DSM qui soit associé à une cause connue et extérieure au patient. Le DSM, c'est un catalogue de maladies qui se dit athéorique. Or là, il y a une théorie, c'est qu'il y a une cause extérieure qui est un événement que la personne n'a pas pu intégrer. Alors aujourd'hui, ça nous paraît assez évident, mais pendant très longtemps, ça n'a pas été le cas. On retrouve dans la littérature et dans les rapports médicaux qui ont été rédigés pendant les différentes guerres déjà des descriptions de symptômes qui évoquent ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome de stress post-traumatique. Mais comme il n'y avait aucun cadre pour regrouper tous ces éléments, tous ces symptômes, la naissance du traumatisme psychique a commencé lors de la guerre de sécession, puis pendant les guerres de Corée, les 2 guerres mondiales et la guerre du Vietnam. Donc la guerre a vraiment été un moyen, une occasion pour faire éclore ce diagnostic. Il y a eu aussi l'industrialisation avec les accidents qui ont été liés au chemin de fer. Qui ne souffraient pas de blessures physiques. Mais pour revenir à la guerre, les soldats qui en souffraient de cette obusite ont longtemps été considérés comme des hommes faibles, peureux, lâches, simulateurs. Ils ont très longtemps été mal traités pour éviter qu'ils ne développent des bénéfices secondaires. Paradisation pour punir ces soldats et les obliger à retourner sur le champ de bataille. Toutefois, progressivement, on a commencé à les soigner avec des médicaments, avec une bonne nourriture et même de la psychothérapie, de l'hypnose, mais toujours avec comme objectif de les renvoyer le plus vite possible se battre. Et les victimes d'accidents dans la vie civile, elles ont pendant très longtemps été accusées de vouloir obtenir des compensations financières indues. Donc la dernière moitié du XIXe siècle a permis de reconnaître que des événements traumatiques extérieurs pouvaient être source de troubles mentaux, sans avoir besoin de faire référence à une hérédité fragile, à un terrain déficient ou à d'autres causes préexistantes au traumatisme. Alors aujourd'hui, ce diagnostic de syndrome de stress post-traumatique, il a envahi l'espace civil et vous verrez tout à l'heure, on pourra en parler, il y a, comme le syndrome de stress post-traumatique peut se déclarer très longtemps après les traumatismes originels, eh bien, il y a de plus en plus de soldats de la guerre du Vietnam, de la guerre d'Irak, etc., qui en fait développent des syndromes de stress post-traumatique et qui est la date de cette apparition, de ce diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. Les critères pour pouvoir porter ce diagnostic ont évolué jusqu'à la 5e version du DSM, qui est la version actuelle. Alors, très schématiquement, quels sont les critères actuels pour pouvoir porter ce diagnostic? Ben, évidemment, etc. Deuxièmement, deuxième critère, souffrir intrusif, envahissant. Ça peut être des rêves, des cauchemars, des flashbacks. On reviendra sur les flashbacks tout à l'heure, qui donnent le sentiment à la personne de revivre au moment présent le traumatisme. Troisième critère important, c'est le fait d'éviter tout ce qui va rappeler l'événement traumatique. Quatrième critère, on retrouve des troubles émotionnels. Ça peut être de la colère, de la peur, de la honte, de la culpabilité, des troubles de mémoire, des troubles dépressifs.
Et puis, cinquième critère important, il y a un état d'hypervigilance avec, par exemple, des sursauts. En fait, la personne reste sur le qui-vive. Il y a une partie d'elle qui ne cesse de scanner son environnement à la recherche d'un indice, d'un signal de danger. Si en plus la personne souffre de certains symptômes, comme les flashbacks, qui sont des symptômes de dissociation, la déréalisation, qui consiste en fait à percevoir son environnement comme quelque chose de très irréel, d'étranger, ou bien la dépersonnalisation, là c'est se sentir étranger à soi-même ou à son corps, ne pas se reconnaître. À ce moment-là, ces symptômes sont reconnus par tout le monde comme des symptômes de dissociation. Mais pour certains, le syndrome de stress post-traumatique de base, le PTSD simple, ne serait pas un trouble dissociatif. Alors on s'y perd un peu. Alors, pour essayer de mieux comprendre, on va voir qu'est-ce que c'est que la dissociation. En fait, ce mot, il est très perturbant parce qu'on l'utilise pour désigner plusieurs concepts, plusieurs troubles, plusieurs processus, ce qui vraiment est source de confusion. Là, je vous ai mis quelques références dans lesquelles on utilise le mot dissociation, comme un trouble de la conscience, comme une fragmentation de la personnalité, comme des symptômes, simplement, la dépersonnalisation, la déréalisation, l'amnésie. Et il y a aussi le terme de dissociation psychotique qu'on trouve chez les schizophrènes, par exemple, et qui n'a rien à voir avec la dissociation traumatique qu'on va voir dans les instants qui viennent. Symptômes, dépersonnalisation, ça veut dire qu'on peut avoir un symptôme dissociatif sans avoir pour autant une fragmentation de la personnalité. Donc, les choses sont parfois un petit peu perturbantes. Alors, pour comprendre ce que signifie ce terme de dissociation, on va le prendre par l'autre bout, c'est-à-dire qu'on va décrire son opposé, qu'on appelle l'intégration. L'intégration, c'est l'association des différents aspects de notre personnalité. En fait, pour fonctionner d'une manière la plus harmonieuse possible, pour pouvoir s'adapter à des environnements qui sont très différents, notre personnalité doit être à la fois stable et prévisible, mais en même temps très flexible. Et pour y arriver, notre personnalité a besoin de plusieurs systèmes psychobiologiques qui correspondent à des fonctions. Il y a bien sûr la mémoire, les émotions, les pensées, les cognitions, le sens de notre propre identité, le fait de pouvoir contrôler nos mouvements corporels, nos déplacements, nos comportements, et puis bien sûr toutes les sensations et les perceptions. Et toutes ces fonctions vont nous permettre de vivre, de fonctionner d'une manière cohérente, coordonnée, prévisible, adaptée. Tout au long de la journée, par exemple, nous avons le sentiment de rester la même et unique personne. C'est ce qu'on appelle la conscience de soi. Donc, la dissociation, ça implique une rupture du fonctionnement harmonieux et adapté de la personnalité. Cette rupture, c'est la conséquence d'une désunion de ces différentes fonctions qui, normalement, sont intégrées. En fait, on utilise le mot dissociation seul, mais en réalité, vous voyez qu'on doit le comprendre comme dissociation des fonctions habituelles de la personnalité. Quand il y a une dissociation, l'activité d'une ou de plusieurs fonctions échappe au contrôle de la volonté et devient automatique. Mais les fonctions en elles-mêmes sont tout à fait normales. Il n'y a pas d'altération des systèmes psychobiologiques en eux-mêmes. Alors, on va voir, pour commencer, la définition qui correspond à la dissociation comme trouble de la conscience. Alors, j'utilise une métaphore qui est celle de l'orchestre symphonique. Alors, vous voyez, il y a un chef d'orchestre et puis il y a plusieurs ensembles. Là, j'ai mis les vents, les cordes, les percussions avec différents instruments. Et on va simplement remplacer orchestre par psychisme
chef par conscience et ensemble d'instruments par fonction, fonction de la personnalité. Ici, on a fait une scission entre le chef d'orchestre et l'orchestre. Ça veut dire que l'orchestre devient indépendant de son chef et il joue la partition pendant que le chef, lui, est occupé à autre chose. Ce ne sera peut-être pas aussi bien joué que quand le chef fait son travail, mais globalement, la partition va être jouée correctement. Ça correspond à la dissociation qu'on dit normale de la vie quotidienne, que tout le monde connaît, parce qu'elle correspond à des états psychiques tout à fait normaux, quand on rêvasse, quand on imagine des choses, quand on conduit sur des autoroutes, la transe des autoroutes, ou quand on est dans un état hypnotique léger. Mais ça peut être aussi quand on fait de la méditation ou du yoga, d'autres pratiques psychocorporelles, on peut se retrouver dans un état comme ça. Dans ces situations, la conscience, en fait, relâche un peu sa vigilance et ça permet ce qu'on appelle ce fameux lâcher-prise ou laisser aller. On peut aussi ressentir cet état de dissociation comme trouble de la conscience quand on est très stressé, quand on est fatigué, quand on est malade, quand on est sous l'effet de drogue ou d'alcool. Là, le chef, il a la tête ailleurs, mais la partition est correcte. Elle est jouée dans son intégralité et elle est complète. Ça, c'est la première définition simple de la dissociation. Alors, deuxième définition qui va nous intéresser plus ce soir, c'est la dissociation traumatique. Alors là, c'est très différent. Vous voyez, il y a un ensemble, là j'ai pris les vents, qui se dissocie complètement de l'orchestre et qui se met à jouer une partition différente. Ça peut être aussi des silences. Il n'y a pas ce qu'on attendrait. Et ils ne répondent, cette fonction-là, cet ensemble-là, en se dissociant, ne répond plus aux signaux de direction du chef d'orchestre. Et c'est ce qu'on retrouve dans les traumatismes. Ici, l'ensemble des vents est devenu autonome, il joue autre chose que la partition attendue, une fonction s'est dissociée de la personnalité et elle n'est donc plus sous le contrôle de la volonté, de la conscience. Donc vous voyez qu'il y a deux conceptions principales de la dissociation, trouble de conscience d'un côté, qu'on connaît, et la fragmentation de la personnalité qui est totalement différente de la précédente. Néanmoins, ces deux formes, elles peuvent cohabiter chez une seule et même personne. Ça n'est pas exclusif. Donc ce soir, on va surtout s'intéresser à la fragmentation de la personnalité. Habituellement, les réactions dissociatives, elles surgissent quand on est confronté à un stress aigu et elles peuvent durer de quelques heures à quelques jours pour habituellement disparaître spontanément. C'est ce qu'on appelle des réactions dissociatives péritraumatiques. Dans ce cas-là, il y a à la fois un trouble de la conscience et en même temps une division mineure et temporaire des fonctions de la personnalité. Donc une victime perdra pendant quelques jours, par exemple, la capacité de se rappeler ce qui s'est passé. Elle pourra développer des symptômes comme une insensibilité, une anesthésie à la douleur ou une paralysie d'un membre. Elle pourra souffrir d'une dépersonnalisation, d'une déréalisation. Elle pourra avoir des cauchemars, des souvenirs du traumatisme qui vont l'envahir. Elle pourra être agitée ou au contraire être ralentie, parfois même jusqu'à la stupeur. Et puis, au bout d'un certain nombre de jours, progressivement, les choses rentrent dans l'ordre. Donc, si la personne guérit de ce stress aigu, en fait, ces manifestations dissociatives, elles vont être réversibles et il n'y aura pas de mémoire traumatique, il n'y aura pas de division persistante de la personnalité. Donc, ces phénomènes péritraumatiques, on les considère comme des stratégies d'adaptation. La dissociation, c'est alors un processus de défense pour protéger un envahissement émotionnel et pour aider la personne à conserver un fonctionnement à peu près cohérent et stable. Elle réduit la réaction de stress, elle réduit la douleur, elle réduit les émotions qui sont trop intenses, elle réduit
les images qui sont trop chargées d'émotions. Donc, c'est un mécanisme, un processus protecteur d'adaptation. Par exemple, la femme qui se détache de son corps au moment où elle est violée se protège des émotions et des sensations intolérables provoquées par l'agression. Habituellement, le stress aigu régresse et tout va bien, tout rentre dans l'ordre. Mais dans un certain nombre de cas, eh bien, ce stress aigu peut se compliquer et il va évoluer vers ce qu'on a appelé le syndrome de stress post-traumatique, qui va témoigner d'une incapacité de la personne à intégrer le traumatisme dans sa mémoire. Alors, un peu d'histoire, c'est Pierre Janet, qui est un grand psychologue et philosophe français, contemporain de Freud, qui, le premier, a pensé qu'un choc émotionnel pouvait provoquer une dissociation de la conscience. Alors, lui, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, quand il y a une dissociation, l'expérience traumatique est automatiquement dissociée en ses différents constituants. Il y aura toutes les perceptions qui viennent des organes des sens, donc les images, les sons, les odeurs, les sensations corporelles, les saveurs. Il y aura les émotions, il y aura les comportements. Et au lieu d'être intégrés dans un ensemble cohérent, tous ces éléments vont être stockés dans la mémoire comme des fragments isolés, séparés les uns des autres, comme si ils étaient stockés dans des compartiments parallèles. Et l'intégration de tous ces éléments du souvenir traumatique dans un ensemble unifié, en fait, ne sera pas possible. Donc, l'expérience traumatique est dissociée et elle ne pourra pas être traduite ni par la pensée, ni par le langage. Autrement dit, ce souvenir fragmenté sera incapable de donner naissance à un récit qui pourra être intégré dans l'histoire de vie de la personne, dans sa mémoire autobiographique. Là, il ne s'agit plus du tout d'une simple altération de la conscience, mais d'une véritable fragmentation de la personnalité qui va du syndrome de stress post-traumatique simple, qu'on a évoqué tout à l'heure, jusqu'au trouble dissociatif de l'identité dont on parlera tout à l'heure, qui est l'autre extrême, en passant par des syndromes de stress post-traumatique qu'on appelle complexes, qui sont la conséquence de traumatismes de l'enfance qui sont prolongés et de maltraitance. Donc ça, c'est Janet qui avait élaboré cette théorie. Il traitait avec l'hypnose. Et puis, il y a Freud qui est arrivé, et là, la diffusion de la psychanalyse va pendant très longtemps éclipser les travaux de Janet. Et ça n'est que depuis une trentaine d'années, donc assez récemment, que la vision de Janet refait surface sur la dissociation, et essentiellement grâce à des travaux de psychologues anglo-saxons du traumatisme psychique, des spécialistes du traumatisme psychique. Donc ce retour des phénomènes dissociatifs a entraîné leur incorporation dans nos manuels diagnostiques, que ce soit le DSM ou l'ICD. La théorie structurelle de la dissociation permet de comprendre, c'est une métaphore, de comprendre ce qui se passe. Sous l'effet d'un traumatisme, la personnalité va être clivée, va être divisée, va être dissociée, va être fragmentée en à la fois une partie qui fonctionne à peu près normalement dans la vie quotidienne, qui va prendre en charge tout ce qui concerne la vie quotidienne, comme par exemple travailler, jouer, avoir des relations sociales, tout ce qu'on peut faire d'habituel. Et puis, vous voyez sous le trait pointillé, ce qu'on va appeler des parties émotionnelles, qui, elles, sont des réseaux de mémoire qui vont contenir des informations liées aux événements traumatiques. Là, j'ai mis la partie enfant en colère, la partie enfant honteuse, la partie enfant qui a peur. En fait, ces parties émotionnelles sont des parties enfants
On a l'habitude de dire notre enfant intérieur. Ben oui, là, il y en a plusieurs souvent, des enfants intérieurs. Ces parties, en fait, sont bloquées au temps du traumatisme. Elles continuent de vivre comme si le traumatisme était toujours en train de se produire. Donc, il y a cette partie apparemment normale qui fonctionne dans le quotidien, et puis cette dissociation qui crée ces parties émotionnelles qui contiennent toutes ces émotions, ces sensations corporelles, les pensées, les idées, les souvenirs traumatiques. En fait, ces parties émotionnelles, elles ne sont plus soumises au contrôle volontaire de la personne. Donc, elles vont parasiter la partie apparemment normale en influençant son comportement, ses émotions, ses pensées, d'une manière totalement imprévisible. À travers à la fois des flashbacks, on va voir ça, à travers des cauchemars. Donc, cette fragmentation, cette dissociation de la personnalité, elle va donner lieu à une foison de symptômes qui sont très divers et parfois très complexes. Alors, pour simplifier, on les divise en symptômes à la fois somatiques, corporels, et en symptômes psychologiques. Et dans chaque catégorie, on trouve des symptômes qui sont en plus et des symptômes qui sont en moins par rapport à ce qui est normal. Alors, des symptômes somatiques en plus, c'est ce qu'on a vu dans l'extrait tout à l'heure, les mouvements, des tremblements, des tics, des convulsions. Et en moins, sur le plan physique, eh bien, ce seront des paralysies, des anesthésies, des analgésies, de la cécité. Donc, tout un ensemble de symptômes corporels, mais qui sont liés à cette dissociation de fonctions. Le comportement moteur, le contrôle du mouvement n'est plus, dans ces cas-là, soumis au contrôle de la volonté habituelle. Et toutes ces manifestations, alors sur le plan psychologique, vous voyez, les symptômes en plus, ça va être des hallucinations, les flashbacks, il y aura des images, des sons, des émotions qui accompagneront toutes ces images, les parties dissociatives qui pourront alterner d'un moment à l'autre dans la journée, et en moins, ben, ce sera les troubles de la mémoire, un abrasement des affects et des émotions, une dépersonnalisation, des traits de caractère qui vont disparaître, qui ne seront plus retrouvés. Et toutes ces manifestations dissociatives, parfois, pourront n'apparaître que plusieurs années après le traumatisme. Ça pourrait être à la suite d'un événement mineur, ça pourrait être à la suite d'un conflit banal ou d'une situation qui va rappeler, consciemment ou non consciemment, le traumatisme lui-même. C'est parfois très étonnant de voir des situations qui vont précéder l'apparition dans la conscience du souvenir traumatique. Donc que l'on voit la dissociation comme une altération de notre état de conscience, comme la femme qui se détache de son corps au moment où elle est violée, ou qu'on voit la dissociation comme une fragmentation, une division de la personnalité. Là, j'ai pris l'exemple d'un enfant victime d'inceste qui va se dissocier pour continuer à fonctionner à peu près normalement dans sa vie quotidienne, à l'école, avec ses camarades, mais il va mettre de côté tout un pan de sa souffrance pour pouvoir continuer à vivre au quotidien avec un parent maltraitant. Donc, il y aura un enfant de la nuit et un enfant du jour, d'une certaine façon. La nuit, il est violé par son père, et dans la journée, il voit son père, il côtoie son père, pour pouvoir, d'une manière apparemment normale, pour pouvoir continuer à vivre. Donc, dans ces deux cas, perturbation de la conscience ou fragmentation de la personnalité, vous voyez qu'on peut considérer que la dissociation est un processus d'adaptation, de survie, applicable à ces deux conceptions de la dissociation. Alors, on va passer maintenant à la mémoire traumatique, parce que la dissociation, vous voyez bien que la dissociation va générer des troubles de la mémoire qu'on explique par ce processus de dissociation. Alors, un petit tableau
pour récapituler la majorité des types de mémoire qu'on connaît. La mémoire perceptive, c'est la mémoire de toutes les perceptions qui arrivent dans notre cerveau. La mémoire à court terme, qui peut être plus ou moins bien sûr importante, entre 5 et 9 items généralement. La mémoire incidente, c'est ce qu'on retient sans le faire exprès, sans le vouloir, des détails de choses qu'on rencontre, mais on n'a pas fait d'effort du tout pour se rappeler. Et puis, ce qui va nous intéresser, ça va être la mémoire explicite, qu'on appelle aussi déclarative, parce qu'on peut mettre des mots, on peut mettre un récit sur cette mémoire explicite, c'est-à-dire qu'on peut parler de notre histoire de vie, de notre autobiographie. Et cette mémoire explicite, elle est divisée en globalement deux grandes mémoires. La mémoire épisodique personnelle, qui correspond à tout ce qu'on a vécu personnellement. Je me rappelle avoir passé telle vacance à tel endroit. Et la mémoire sémantique, qui est une mémoire plus culturelle, qui fait qu'on sait à quoi correspond la date 1515, même si on ne sait plus où est-ce qu'on a appris ça. Il y a parfois des mélanges entre ces deux types de mémoire. Et puis, il y a la mémoire non déclarative, donc qui n'est pas verbale, qui ne peut pas être exprimée par des mots, et qu'on appelle une mémoire implicite. C'est une mémoire non consciente. Elle rend compte de comment on apprend à faire du vélo ou à jouer aux échecs, c'est la mémoire procédurale. Elle rend compte des conditionnements. Elle rend compte des apprentissages non associatifs. Le cheval, par exemple, qui en voyant une bâche dans un champ, s'y adapte. Et il n'y a pas d'association avec un stimulus inconditionnel. Et puis l'amorçage qui fait qu'on va réagir d'une façon plus rapide quand, de manière non consciente, on nous présente des indices pour nous orienter dans notre mémoire. Et puis, la mémoire traumatique. Alors, la mémoire traumatique, elle ne fait pas vraiment partie de cette classification officielle des différents types de mémoire. Peut-être qu'un jour, on pourra la rajouter. Mais en tout cas, c'est une mémoire implicite, non consciente et habituellement non déclarative. Donc voilà, un petit rappel pour préciser les choses. Une des caractéristiques de la mémoire traumatique, c'est ce qu'on va appeler la non-réalisation. Alors là, je vous ai mis deux extraits de ce qu'a écrit Charlotte Delbo, qui est une rescapée d'Auschwitz, qui a écrit dans La mémoire et les jours. J'ai le sentiment que le moi qui était dans le camp n'est pas moi, n'est pas la personne qui est ici en face de vous. Non, c'est trop incroyable. Et tout ce qui est arrivé à cet autre moi, celui d'Auschwitz, ne me touche pas maintenant. Moi, ne me concerne pas. Tant la mémoire profonde et la mémoire commune sont distinctes. Quand elle dit mémoire profonde, en fait, c'est la mémoire traumatique. Elle dort, elle fait des cauchemars. Heureusement, dans mon agonie, je crie. Le cri me réveille. Je sors du cauchemar épuisé. Il faut des jours pour que tout rentre dans l'ordre, que tout se remette dans le souvenir et que la peau du souvenir se répare. Je redeviens moi-même, celle que vous connaissez, qui peut vous parler d'Auschwitz sans montrer de détresse ou d'émotion. Donc ça veut dire que cette non-réalisation, elle traduit le fait que le traumatisme, la mémoire du traumatisme, elle est reléguée dans une partie de l'esprit qui n'est pas toujours présent et qui est perçue parfois comme quelque chose d'un peu étranger. Et quand on évite de réaliser qu'on a vécu ça, ça veut dire qu'on a peur de son vécu intérieur et qu'on ressent de la honte et du dégoût. Et la dissociation permet de se protéger de ça. Alors, vous voyez sur cette diapo que la mémoire traumatique, en fait, elle est très paradoxale. Les victimes sont à la fois envahies par des souvenirs, des rêves, des cauchemars, des flashbacks qui sont totalement involontaires, qui sont répétitifs, récurrents, qui envahissent la personne. Et en même temps, il y a une amnésie, il y a des amnésies, elles sont incapables de se rappeler
certains aspects qui peuvent être très importants de leur traumatisme. Donc trop de mémoire et pas assez de mémoire. Alors on va voir un petit peu les flashbacks, qui est une forme particulière de cette mémoire traumatique, qui est une mémoire intrusive. Contrairement aux cauchemars qui surviennent la nuit, les flashbacks, eux, surviennent dans la journée. Ce sont des moments où la personne est envahie par une scène qu'elle vit comme étant la réalité, une réalité comme si elle revivait au moment présent le traumatisme initial. Alors ces flashbacks, ces souvenirs particuliers qui reviennent, ils ont des caractéristiques assez spécifiques. Ils sont très sensoriels, donc il y a vraiment beaucoup de détails. Les images sont très vives, il y a des sons, il y a des odeurs, il y a des sensations corporelles. Ça peut être très perturbant pour une femme pour reprendre la femme qui a été agressée sexuellement, quand elle revit l'agression, elle revit des sensations corporelles qui sont terrifiantes. Mais en même temps, ces images et ces sensations sont fragmentaires. Ce n'est pas un souvenir unifié, ce sont des morceaux. Donc le souvenir, le traumatisme semble se reproduire dans le présent, alors que bien sûr il fait partie du passé. Il y a donc une distorsion temporelle du temps vécu. Et ces flashbacks, ils ne sont pas du tout le résultat d'une recherche volontaire. La personne, elle ne demande pas à vivre ça. Ils vont surgir tout à fait involontairement, ils vont être déclenchés par certains stimuli dans l'environnement, parfois dans le monde mental de la personne, souvent des stimuli externes qui vont rappeler un détail, un aspect du traumatisme. Et ce qui est bien sûr très perturbant pour la personne qui en souffre, c'est que ces flashbacks, il n'y a pas de moyen de les contrôler. Quand ils commencent, ils envahissent la personne, elle est totalement impuissante à changer l'évolution de ces flashbacks. La seule chose qu'elle peut faire, c'est essayer d'éviter d'être confrontée au déclencheur. Et on retrouve ici les symptômes d'évitement qu'on va voir. Vous voyez qu'on retrouve des flashbacks chez quasiment la moitié des personnes qui souffrent d'un syndrome de stress post-traumatique, ce qui veut dire aussi que ce n'est pas non plus un symptôme obligatoire pour porter le diagnostic. Un cauchemar sera un équivalent. On va le retrouver dans une petite proportion de patients dépressifs, peut-être qu'ils auront aussi vécu des choses traumatisantes. Et ce qui est important, c'est qu'ils sont totalement absents chez les personnes qui ne sont pas malades. Donc c'est bien un élément très spécifique du traumatisme. Un autre élément important, c'est qu'ils sont complètement déconnectés de la mémoire autobiographique, la mémoire qui nous permet de raconter nos souvenirs de vacances. Par exemple, une victime d'agression peut très bien savoir que son agresseur est en prison. Cette connaissance objective qu'elle possède n'aura aucun impact, aucune conséquence sur l'apparition et la réapparition des flashbacks. Les flashbacks, c'est le souvenir qui revient et qui est totalement déconnecté des connaissances autobiographiques, des connaissances de ce qui se passe aujourd'hui dans la réalité de la vie de la personne. Et puis, un autre élément important, c'est que contrairement aux souvenirs ordinaires qui sont modifiés à chaque fois qu'on s'en souvient, eh bien, les flashbacks sont relativement stéréotypés et changent pratiquement pas, même s'ils surgissent de très nombreuses fois. Donc, ce sont vraiment des inscriptions qui sont très gravées de façon profonde. Alors ça, c'est l'aspect trop de mémoire. Maintenant, l'aspect pas assez de mémoire. À côté de cette mémoire intrusive, eh bien, il y a des amnésies. Alors, on sait que quand on est confronté à une situation très stressante, notre attention va être captée, concentrée sur la source de menace qui est la plus importante. Par exemple, si on est menacé par un revolver, notre attention va être focalisée sur le canon du revolver. Consciemment, il y a donc des tas de détails que notre esprit conscient ne verra pas et dont on ne sera pas conscient. Tout ce qui aura en périphérie du champ de vision, notamment,
mais ça pourrait être aussi des sons ou des paroles qui sont prononcées, ne seront pas objet d'une attention consciente. Par contre, tous ces éléments seront enregistrés et analysés en détail par notre subconscient, par notre cerveau non conscient. Et les pertes de mémoire pourront concerner certains détails du traumatisme, mais parfois même le traumatisme dans son intégralité, dont le souvenir ne pourra réapparaître parfois que très longtemps après. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent je ne me rappelle pas avoir vécu ça et c'est revenu des années après. Je ne me rappelais pas avoir vécu ça. Alors bien sûr, il y a de nombreuses controverses sur la réalité de cette mémoire traumatique qui aurait été oubliée. Il y a une controverse énorme avec le syndrome des faux souvenirs. N'empêche que maintenant, on sait quand même qu'il y a des souvenirs traumatiques qui sont sortis du champ de la conscience. Peut-être que les gens y ont pensé à un moment donné de leur vie, mais ils ont oublié qu'ils y avaient pensé. Donc, pour eux, c'est comme s'ils découvraient, en fait. Donc, il y a des explications diverses et variées, mais ce qui est important, c'est le surgissement, à certains moments, d'un souvenir traumatique qui envahit la personne, et c'est un tsunami, un cataclysme. Alors, cette amnésie, elle peut prendre la forme d'une amnésie qu'on va appeler psychogène. L'obusite, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure, pouvait se manifester par cette amnésie d'identité. Donc actuellement, on l'appelle amnésie dissociative. C'est-à-dire que la personne est incapable de se rappeler une partie ou plus rarement la totalité de son passé. Ce qui est particulier, c'est que les périodes qui sont oubliées ne sont pas banales, sont des périodes qui, émotionnellement, sont très chargées et l'amnésie pourra durer des heures, des mois ou des années. En réalité, ces souvenirs qui ont été oubliés, ils n'ont pas été effacés. Simplement, ils ne sont pas accessibles. Ils sont devenus momentanément, de manière parfois durable, inaccessibles. On retrouve plusieurs types de facteurs qui peuvent être déclencheurs de ces amnésies psychogènes. Un viol, une guerre, une agression, une catastrophe naturelle, un décès. Donc, en fait, des événements traumatiques potentiellement traumatiques, peuvent déclencher ce type d'amnésie. Alors, on appelle ça une amnésie neurobiochimique à déclenchement psychologique. Ça veut dire que le déclenchement de l'amnésie, c'est un événement qui arrive dans la vie de l'individu et qui est un événement avec un impact psychologique. Mais cet impact psychologique va déclencher toute une cascade de sécrétions hormonales et d'événements neurobiologiques qui vont perturber certaines régions cérébrales qui sont devenues vulnérables à ces hormones du stress et qui vont produire une souffrance neurobiologique et ce trouble de mémoire. Alors, pour vous amuser un peu, entre guillemets, une petite devinette. Une femme de lettres britannique née en 1890, elle disparaît de son domicile à 36 ans et reste introuvable pendant 11 jours. Sa mère venait de mourir et son mari venait de la quitter pour une autre femme. Elle a été retrouvée dans un hôtel au bord de la mer, inscrite sous un nom très proche de celui de la maîtresse de son mari, donc un faux nom, mais qui était à une lettre près le nom de la maîtresse de son mari. De qui s'agit-il? Vous avez 5 secondes. Il s'agit de Agatha Christie. Elle n'a, paraît-il, plus jamais voulu parler de cette histoire-là. Alors, on fait l'hypothèse que c'est une amnésie dissociative du fait des événements, des circonstances douloureuses qu'elle était en train de vivre à cette époque-là. Alors, en parlant d'amnésie, on va maintenant évoquer l'extrême, un extrême. L'exemple le plus marquant d'amnésie dissociative traumatique, eh bien, on le voit dans ce qu'on appelle le trouble dissociatif de l'identité. C'est le terme actuel
pour décrire ce qu'on appelait avant les personnalités multiples. Ce sont des personnes qui ont plusieurs états de personnalité distinctes. Ça peut être une partie homme, une partie femme, une partie jeune, une partie moins jeune, un prénom d'homme, un prénom de fille, tout est possible. Et ces personnes qui souffrent d'un syndrome, d'un trouble, d'un DID, comme on dit, eh bien en fait, elles ont une vie très perturbée parce qu'elles ont une discontinuité dans le sens de leur identité. Parce que, rappelez-vous, je vais vous montrer une petite diapo tout à l'heure, vous allez voir, le chef d'orchestre, il n'est jamais le même. Donc, ces personnes, elles peuvent se lever la nuit pour manger, faire certains achats et n'en avoir vraiment aucun souvenir, être très surprise de constater un ticket de carte bleue, elles ne se rappellent pas du tout avoir été faire cette course-là. Elles ont vraiment des gros trous de mémoire quand elles essayent de se rappeler leur quotidien. Elles oublient des informations personnelles importantes. Bien sûr, une partie d'elles vit un événement. Quand une autre partie d'elle arrive, elle est amnésique de ce que la précédente a pu vivre. Donc, ça peut donner lieu à des situations très perturbantes. Et puis, ces parties de personnalité sont parfois amnésiques, même du traumatisme qui était à l'origine de l'apparition de cette perturbation. Alors, rassurez-vous, hein, ces troubles dissociatifs, quand même graves, ils ne sont pas très courants, mais on en voit quand même quelques-uns. Et ils sont essentiellement la conséquence de traumatismes graves et prolongés dans l'enfance, de maltraitance, d'inceste, c'est-à-dire des traumatismes développementaux qui vont agir alors que le cerveau de l'enfant est en développement. Et tout ce que l'enfant va vivre de traumatisant, toutes les protections dissociatives que l'enfant va devoir mettre en place, eh bien, en fait, vont aboutir à ces clivages multiples qui donnent lieu à ce trouble dissociatif de l'identité. Alors, pour reprendre la métaphore, alors, il y a peut-être une image qui manque. Ouais, une image qui manque. Alors, on va revenir brièvement. Excusez-moi. On va revenir voilà, à cette image-là. Je ne sais pas pourquoi elle a sauté. On va revenir à l'image de la fragmentation de la personnalité. Là, ce que vous pouvez imaginer, c'est qu'il n'y a pas un seul chef d'orchestre, il y en a plusieurs. Et il y aura aussi en même temps une dissociation, une fragmentation au niveau des fonctions de la personnalité. Mais il y aura plusieurs chefs d'orchestre qui vont, chacun va faire jouer une partition différente. Et chaque chef d'orchestre, en fait, va être inconscient, non conscient de l'existence des autres chefs d'orchestre. Et l'objectif de la thérapie, ça va bien sûr être de les amener à prendre conscience, entre autres, de l'existence d'autres parties qui se manifestent comme ça. Donc ça sont vraiment des perturbations très déstabilisantes, source de grande souffrance. Et dans notre langage de la théorie structurelle de la dissociation, on dit dans ces cas-là que la personne a plusieurs parties apparemment normales de la personnalité, donc plusieurs chefs d'orchestre qui vont fonctionner au quotidien de manière à peu près adaptée, et elles ont de très nombreuses parties émotionnelles qui vont contenir les détails, les sensations, les émotions, les pensées qui ont été vécues au moment des différents traumatismes qui ont eu lieu. Alors, je vais revenir sur l'aspect neurologique. Tous ces troubles de mémoire, ils sont bien sûr portés par des dysfonctionnements neurologiques, neurobiologiques. Il y a une inscription fondamentalement organique dans toutes ces perturbations. Et dans ces troubles de mémoire, il y a plusieurs structures cérébrales qui vont être importantes. Ce sont les hippocampes, les amygdales cérébrales, pas celles qui sont au fond de la gorge, les amygdales cérébrales,
et puis les lobes frontaux. Et on a retrouvé, il y a beaucoup d'études qui ont été faites avec des imageries, des scanners, des IRM, des PET scans, enfin tout un ensemble d'examens neuroradiologiques fonctionnels. Et bien, on a retrouvé des anomalies chez les victimes qui souffrent de syndrome de stress post-traumatique. On a retrouvé des dysfonctionnements dans ces 3 structures cérébrales. On sait qu'un stress élevé va perturber le fonctionnement de l'hippocampe, qui est la structure cérébrale qui nous permet de mémoriser ce qu'on vit au quotidien, qui permet d'associer le contexte spatial, temporel, en un ensemble pour construire notre mémoire autobiographique. Mais on sait que cet hippocampe est très sensible au cortisol, notamment, et que sous l'effet d'un stress, eh bien, l'hippocampe va souffrir et donnera lieu à des anomalies, à des altérations. Le cortisol qui est sécrété par les surrénales lors d'un stress. Et puis les lobes frontaux sont aussi influencés, impactés par cet excès d'hormones de stress. Donc, toute cette machinerie neurologique va aboutir en fait à des altérations de nos souvenirs. Et si le contexte, par exemple, spatial ou temporel n'est pas intégré dans la construction du souvenir, eh bien, le souvenir traumatique sera fragmenté ou va manquer de détails. Alors, une précision, j'y pense là. Un souvenir traumatique, il ne sera pas que non conscient. Il y aura une partie du souvenir traumatique qui souvent sera consciente, que la personne pourra préciser, pourra évoquer verbalement. Donc, bien sûr, il y a des souvenirs traumatiques qui seront totalement gommés du champ de la conscience et qui pourront s'exprimer de manière totalement involontaire par des manifestations intrusives, comme on a vu tout à l'heure, des rêves, des cauchemars, des sensations corporelles qui surviennent on ne sait où, ou des émotions qui surviennent on ne sait pas pourquoi. Et puis à côté, il y a des souvenirs traumatiques qui auront une inscription en même temps, une inscription dans la mémoire autobiographique. Mais cette mémoire, à ce moment-là, sera très parcellaire, très incomplète, et les gens auront beaucoup de difficultés à décrire les détails. Il y aura des aspects très fragmentés. Et ce qui est intéressant, c'est que dans toutes ces études, on retrouve une réduction du volume de l'hippocampe. Et cette réduction, on ne sait pas trop si elle est la conséquence du traumatisme ou si elle est un facteur préexistant au traumatisme et qui serait un facteur de vulnérabilité qui favoriserait, chez les gens qui auraient cette petite taille hippocampique, qui favoriserait le développement d'un syndrome de stress post-traumatique quand les gens sont soumis à un événement traumatique. En fait, évidemment, rien n'est simple, donc c'est probablement les deux, et que ça signifie que le lien entre les troubles de la mémoire et le syndrome de stress post-traumatique sont bidirectionnels. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de recherches, c'est tout à fait passionnant parce que ce qu'on peut aussi chercher, c'est comment protéger les structures cérébrales qui sont altérées dans ces situations. Donc là, on n'en est pas encore là. Alors, pour rendre compte de tout ça, il y a une théorie qui a été élaborée par des psychologues, plusieurs, ils sont très nombreux, qui vient éclairer la constitution des flashbacks et de la mémoire traumatique. Et cette théorie, elle peut s'appliquer aussi bien dans le syndrome de stress post-traumatique simple que dans les troubles dissociatifs beaucoup plus sévères. Alors, cette théorie, elle présente les choses de la façon suivante. Si vous vivez une expérience traumatique, toutes les informations qui parviennent à votre cerveau vont d'abord être traitées dans votre mémoire de travail, qui est une mémoire vraiment à court terme, et elles vont être triées selon 2 flux différents. Un flux va mémoriser ce qui a été perçu et ressenti consciemment, c'est le système verbal, et l'autre flux mémorise tout ce qui a été capté par notre système nerveux, mais dont nous n'avons pas été conscients.
c'est le système non verbal à gauche. Et ces deux systèmes de mémoire vont fonctionner en parallèle. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des circonstances, eh bien, l'un peut être prioritaire sur l'autre, et c'est ce qui se passe dans les traumatismes. Alors, on va voir un petit peu quelques caractéristiques de ces deux systèmes de mémoire. Le système non verbal, on l'appelle aussi la mémoire sensorielle. Et en fait, c'est le premier système qui apparaît dans l'évolution, alors que le système verbal, lui, bien sûr, va être beaucoup plus tardif dans l'évolution et beaucoup plus complexe. Alors, le système non verbal, comment il fonctionne? Eh bien, les différentes perceptions de la scène traumatique qui ont été fournies par nos organes des sens vont être analysées de façon très détaillée, très profonde par ce système. Certains sons, certaines images qui seront trop brefs pour être perçus consciemment, en fait, le seront, mais de manière non consciente, dans ce système non verbal. Ça veut dire qu'ils ne vont pas être mémorisés, ils ne vont pas être encodés dans le système verbal. Ils seront uniquement encodés dans le système non verbal. Ce système, en plus, il va enregistrer d'autres caractéristiques, c'est-à-dire la réponse corporelle de la personne qui vit le traumatisme, à savoir sa fréquence cardiaque, sa température, le degré de douleur qu'elle ressent, les mouvements qu'elle fait ou qu'elle ne fait pas. Ce système non verbal va donc donner lieu aux flashbacks qu'on a vu tout à l'heure, et ça explique un petit peu pour quelles raisons ces flashbacks sont particulièrement vifs, détaillés au niveau des couleurs, des émotions, bien qu'ils soient fragmentaires, l'un n'empêche pas l'autre. Et puis ce système donc n'utilise pas de code verbal, ça veut dire que le souvenir inscrit dans ce système est beaucoup plus difficile à communiquer aux autres. Il faudrait qu'il soit relié au système verbal pour qu'il puisse y avoir une traduction verbale. Et quand il n'y a pas de communication avec le système verbal, eh bien en fait, il n'y a pas de mots. La personne ne peut pas décrire de quoi elle souffre. Et on l'a vu tout à l'heure, ces souvenirs ne sont pas reliés aux connaissances autobiographiques, ce qui veut dire que savoir quelque chose objectivement, savoir que son agresseur est en prison, n'a aucune conséquence, aucun impact sur ce système non verbal. Et puis, on l'a vu aussi, ils sont difficiles à contrôler. On ne peut pas contrôler, difficile à contrôler, c'est-à-dire que c'est difficile de contrôler l'exposition à tout ce qui pourrait déclencher cette mémoire-là. Comment contrôler les sons, les odeurs, les images qui seraient à risque de réactiver cette mémoire? C'est très compliqué. Et puis, les émotions qui sont contenues dans cette mémoire au moment du traumatisme sont uniquement les émotions vécues au moment du traumatisme. On appelle ça les émotions primaires. Et comme cette information est fondamentale pour la survie, c'est aussi grâce à ce système que, bien sûr, les êtres vivants mémorisent les situations dangereuses et arrivent parfois à s'en protéger. Eh bien, cette mémoire, elle est encodée sous forme d'images sensorielles qui vont permettre un traitement de cette information et un enregistrement de beaucoup plus grande quantité en parallèle que dans le système verbal. Et puis, dernier élément important, il n'y a pas de contexte. Le contexte spatial-temporel n'est absolument pas intégré dans cette mémorisation. Alors, vous voyez, le système verbal à côté, en fait, c'est totalement le symétrique du système non verbal. Les souvenirs peuvent être décrits verbalement, eh bien, ils dépendent d'un système de mémoire qui va dépendre de l'hippocampe, qu'on a évoqué tout à l'heure, et cet hippocampe peut être altéré par un stress important. Toutes les informations qui passent par ce canal verbal vont être suffisamment traitées consciemment pour pouvoir être transformées en un souvenir à long terme et inscrit dans notre mémoire autobiographique. Mais, contrairement à l'autre, la quantité d'informations qui va être mémorisée est beaucoup plus limitée car elle ne correspond qu'à ce dont la personne a été consciente au moment de l'événement. Alors, ce système verbal contient nos souvenirs autobiographiques ordinaires et certains souvenirs traumatiques qui ont pu
être néanmoins intégrés dans ce système-là. Et bien sûr, ils peuvent être communiqués verbalement, on peut mettre des mots dessus, on peut même les modifier, ces souvenirs. Ce qui est très différent du souvenir traumatique, quand un flashback arrive, on ne peut pas s'amuser à changer le scénario. Ça se déroule malgré nous, alors que dans un souvenir autobiographique, on peut le transformer, on peut l'embellir, on peut y rajouter des choses. Et cette mémoire, elle interagit avec le reste de nos connaissances autobiographiques. Dans ce cas-là, le rappel du souvenir peut être automatique, mais il peut être aussi volontaire. Je décide d'aller rechercher le souvenir de mes vacances en telle année, alors que dans l'autre système, ce n'est absolument pas possible de faire un rappel volontaire. Dans le système verbal, les souvenirs sont associés aux émotions primaires, mais aussi aux émotions qui sont ressenties au moment où on évoque le souvenir, où on rappelle le souvenir. Enfin, cette mémoire de l'événement, elle va être intégrée aux autres souvenirs autobiographiques dans un contexte personnel qui comprend à la fois le passé, le présent et le futur. Donc, il y a vraiment une dimension temporelle, spatiale, qui là est prise en compte. Donc, la dissociation, comment ça marche? Eh bien, au moment du traumatisme, on pense que la dissociation, ce phénomène, bloquerait la mémoire verbale. Le flux de la mémoire verbale serait interrompu. Donc, les événements vécus dans un état de dissociation ne seraient pas mémorisés dans le verbal, mais ils seraient mémorisés uniquement au niveau sensoriel par la mémoire non verbale sensorielle. Donc, l'intégration dans la mémoire autobiographique n'est pas possible. Donc là, je vous donne, c'est un peu caricatural, ce serait par rapport à un événement traumatique majeur qui donnerait lieu à une absence d'inscription totale dans la mémoire verbale. Il y a donc une déconnexion entre ces deux systèmes de mémoire. Les souvenirs traumatiques pourront être réactivés par des déclencheurs involontaires. Un endroit, une odeur, un visage, une musique, une pensée particulière, un état mental particulier. Tout ça peut être déclencheur d'une réactivation d'un souvenir traumatique. Et comme on l'a vu, il n'y a pas de contexte autobiographique. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on avait fait beaucoup d'études en imagerie cérébrale, et il y en a qui consistent à enregistrer et mesurer le débit sanguin dans différentes régions du cerveau des personnes quand on leur demande de penser à leur traumatisme. Eh bien, ces différentes études ont globalement, c'est un peu schématique, mais ont globalement montré une augmentation du débit sanguin, donc on pense du fonctionnement dans l'hémisphère droit, des zones qui vont être impliquées dans les émotions, notamment l'amygdale cérébrale droite, et dans le cortex visuel droit. Par contre, dans l'hémisphère gauche, eh bien, on a découvert que la zone qui gère le langage, qu'on appelle l'aire de Broca, en fait, son fonctionnement est diminué. Donc, d'un côté, trop de mémoire, le système de mémoire non verbale, sensoriel est hyperactif, alors que le système de mémoire verbale, déclaratif, celui de la mémoire qu'on peut mettre en mots, eh bien, est désactivé. Alors, ça donne que la personne traumatisée a des difficultés pour verbaliser son expérience traumatique, et je pense que les expressions rester sans voix ou ne pas avoir de mots pour le dire reflètent bien cette désactivation de la mémoire verbale et de notre capacité à mettre des mots dessus. Alors, la mémoire, là on a vu la mémoire du passé, ce qui s'est passé avant. Mais la mémoire, ce n'est pas que la mémoire rétrograde, c'est aussi la mémoire antérograde, de quoi on va se souvenir de ce qu'on est en train de vivre maintenant. Donc les gens qui ont été victimes de traumatisme et qui souffrent d'un syndrome de stress post-traumatique, ils ont tout ça, mais qu'en est-il de leur mémoire antérograde? Alors il y a des études,
des tests qui ont été réalisés et on a pris deux groupes, l'un souffrant d'un stress post-traumatique et l'autre n'en souffrant pas. On leur a demandé de mémoriser des mots, soit des mots qui sont liés, associés au traumatisme, et d'autres mots qui sont des mots neutres. Eh bien, vous voyez que les gens qui ont un syndrome de stress post-traumatique vont être beaucoup plus doués pour mémoriser des mots qui sont associés au traumatisme que dans le groupe sans stress post-traumatique, alors que leur capacité de mémoire reste identique en ce qui concerne les mots neutres. Donc, ça veut dire que dans le cerveau de la victime, il y a quelque chose qui fait qu'il y a un biais de traitement qui va favoriser peut-être l'attention, la mémorisation de toutes les informations qui ont un rapport avec le traumatisme. Bon, j'espère que vous suivez. Je vous réveille un peu. Je ne vous vois pas, c'est difficile, hein. Alors, dernière partie, le traitement. Les traitements. Il faudrait beaucoup de temps pour décrire tous les traitements disponibles qu'on utilise, puis je ne les connais pas tous, qu'on utilise pour traiter les victimes de traumatisme. Je vais en évoquer deux principalement. Je vais vous dire quelques mots sur la thérapie EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, que j'utilise dans ma pratique. Vous voyez qu'il y a d'autres thérapies qui existent, la thérapie sensorimotrice, l'intégration du cycle de vie, le brain spotting, le propranolol dont on dira un mot tout à l'heure, qui est un médicament. Et puis, bien sûr, les TCC, qui ont été les premières historiquement à être utilisées pour traiter les traumatismes. Les TCC, vous savez, ça consiste à exposer la personne aux éléments douloureux, aux souvenirs douloureux. On demande à la personne de rester en contact mentalement, de revoir, de ressentir ce qui a été douloureux pour elle. C'est très traumatisant. Si vous demandez, pour reprendre je suis désolé, l'exemple de la femme violée, si vous lui demandez de repenser pendant une demi-heure à ce qu'elle a vécu, ce n'est pas très agréable. Donc ça explique que dans les thérapies cognitivo-comportementales, il y a un certain nombre de gens qui échappent au traitement, qui arrêtent parce que c'est trop pénible. L'intérêt de l'EMDR, on va le voir tout à l'heure, c'est qu'on ne demande pas à la personne de se confronter pendant très longtemps au traumatisme. Donc, l'EMDR, elle a été élaborée par une psychologue américaine qui s'appelle Francine Shapiro, qui est décédée il y a 1 ou 2 ans, à la fin des années 1980. Donc, vous voyez, c'est un peu concomitant à l'apparition dans le DSM-3 du syndrome de stress post-traumatique. Pour la petite histoire, Madame Shapiro était étudiante, elle avait un cancer, elle se promenait dans un parc, elle était préoccupée par sa maladie, et elle a remarqué à un moment donné qu'elle était beaucoup moins préoccupée. Et en rembobinant le fil de ce qu'elle venait de faire, elle s'est rendue compte qu'elle avait regardé de gauche à droite quelque chose dans le parc. Donc, elle était étudiante, je ne sais plus ce qu'elle faisait à ce moment-là, peut-être en psycho, je ne sais pas. Et donc, elle a élaboré un protocole, elle a fait des tests, elle a demandé à ses amis de suivre ses doigts, comme ça, devant les yeux, et elle s'est rendue compte que les gens souffraient très rapidement beaucoup moins. Et progressivement, elle a élaboré avec son équipe, avec d'autres gens, la thérapie EMDR qui continue d'être améliorée régulièrement. Et c'est devenu une thérapie qu'on appelle une thérapie intégrative parce qu'en fait, elle vient chercher, elle vient piocher différents aspects des thérapies qui préexistaient. À la fois les TCC, les thérapies corporelles, les thérapies systémiques, les thérapies humanistes, hypnotiques, cognitives, comportementales, psychodynamiques. Tout ça, c'est intégré dans une thérapie qui est très structurée parce qu'il y a 8 étapes qu'on doit scrupuleusement suivre pour parvenir à une résolution adaptative du traumatisme. Alors, on conserve le sigle EMDR, c'est un peu comme Coca-Cola, même s'il n'y a plus de Coca dans le Coca-Cola. Maintenant, on va parler de manière un peu plus pompeuse
d'une thérapie d'intégration neuro-émotionnelle par les stimulations bilatérales alternées. C'est un peu lourd, donc le MDR, c'est quand même un peu plus facile. Alors cette thérapie, au départ, je ne vous dis pas, bien sûr, elle a été la risée de tous les psychiatres que je connais à peu près. Quand je me suis formé, j'étais considéré, je m'étais déjà formé à l'hypnose, alors là, le MDR, c'était terminé, j'étais plus fréquentable. Donc, ça a été très mal accueilli. Les gens ne comprenaient pas, n'acceptaient pas qu'on puisse aller mieux avec des mouvements oculaires. Ça dépassait leur entendement. N'empêche qu'aujourd'hui, 30 ans après, c'est une thérapie reconnue internationalement par tous les organismes de santé au monde. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Israël, en Irlande, en Russie, au Vietnam, n'importe où. En France, la Haute Autorité de Santé, par exemple, l'INSERM, par exemple, l'OMS, au niveau mondial, a reconnu que le MDR était, avec les TCC, les deux thérapies utiles et efficaces pour traiter les traumatismes psychiques. Donc, c'est vraiment une thérapie dont il faut tenir compte. Alors, le mot-clé pour le MDR, c'est celui-là. Taille. Voilà, c'est comme ça qu'on le prononce en français. Et ça veut dire traitement adaptatif de l'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on vit un traumatisme, on dit qu'il y a un traitement dysfonctionnel de l'information. L'information qui est absorbée par le cerveau va être traitée d'une manière anormale, dysfonctionnelle, et ne sera pas intégrée dans un ensemble cohérent. Je ne vais pas recommencer, on l'a déjà vu tout à l'heure. La thérapie EMDR va permettre de relancer ce traitement adaptatif de l'information qui, elle, est stockée de manière dysfonctionnelle pour permettre un stockage et une réorganisation des événements, des éléments qui sont stockés en un ensemble cohérent dans la mémoire verbale, autobiographique. Donc ça, c'est vraiment le principe, l'explication qui est bien sûr très superficielle, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe vraiment dans le cerveau, mais c'est comme ça qu'on conceptualise l'efficacité de ce qu'on fait en EMDR. Le MDR, c'est une thérapie qui va s'intéresser à trois axes. Le passé, bien sûr, on traite les événements traumatiques, mais on s'intéressera aussi au présent à travers tous les déclencheurs qui vont stimuler une réaction douloureuse chez la personne. Par exemple, si quelqu'un a eu un accident de voiture, remonter dans sa voiture après l'accident, on traitera l'accident, mais il faudra traiter aussi tout ce qui va déclencher chez elle, dans son quotidien, une réactivation de peur. Ça pourrait être un coup de klaxon, par exemple. Ça pourrait être les phares d'une voiture dans la nuit. Et puis, on va s'intéresser aussi à un troisième axe qui va être le futur. Donc, on prépare la personne à mobiliser ses ressources, à anticiper des événements futurs pour améliorer sa capacité à se confronter à ce qu'elle peut redouter. La personne qui a eu un accident de voiture, on va lui demander à ce moment d'imaginer, on fera une séance en lui demandant d'imaginer qu'elle roule au volant de sa voiture, que tout se passe bien, qu'elle est calme, détendue. Voilà, on prépare les futurs comportements. Donc, ce qui est intéressant dans le MDR, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que ce n'est pas un simple traitement par exposition, comme on l'a cru et comme des gens le pensent encore. Parce qu'on ne demande pas à la personne de rester connectée aux souvenirs traumatiques pendant toute la durée de la séance, absolument pas. En fait, comment on fait? On demande à la personne de se connecter avec l'image qui reste aujourd'hui pour lui la plus perturbante de ce qu'il a vécu. On lui demande, on cherche ensemble, on met en place ce qu'on appelle la cognition négative, donc cette pensée négative sur soi qui est irrationnelle. Un enfant qui a été abusé sexuellement dans son enfance va développer une croyance qui sera par exemple « je suis coupable ». Donc, on lui demandera d'associer à l'image perturbante qu'il garde de son agression, s'il en a une,
cette pensée négative irrationnelle. Et puis on associe en même temps, on demande à la personne qu'est-ce que vous ressentez maintenant physiquement quand vous pensez à ce qui vous est arrivé. Ah ben j'ai une oppression sur la poitrine, ou bien j'ai des tremblements, ou bien j'ai la gorge serrée. Donc on lui demande de se connecter à cet aspect corporel. Et puis quand la personne est bien en contact avec ces trois éléments, eh bien on applique la stimulation bilatérale alternée, que ce soit des mouvements des doigts ou une petite baguette qu'on passe devant les yeux, ou un tapotement sur les mains ou les genoux, on lui demande l'autorisation, bien sûr, ou bien des sons avec un casque d'une oreille à l'autre. Et en fait, cette attitude, on demande à la personne, une fois qu'elle s'est engagée dans cette phase de retraitement, on lui demande de rester attentive à la fois à ce qui se passe dans le présent, donc les doigts qui passent devant son visage, par exemple, et en même temps attentive à ce qui se passe en elle. Donc on lui demande de laisser faire, de laisser venir ce qui vient, de laisser son cerveau faire des connexions. Il va passer d'un truc à un autre, il fera des connexions avec d'autres souvenirs, avec des détails, avec des choses pas importantes, avec des ressources. Et quand la ressource arrive, là c'est intéressant, ça veut dire que le réseau de mémoire qui contient l'événement traumatique est en train de se connecter avec des ressources, avec d'autres réseaux de mémoire qui contiennent des apprentissages, des ressources, des aspects, des expériences réussies, positives. Et cette connexion va aboutir à des modifications considérables dans le vécu de l'événement traumatique. Donc cette attitude d'attention interne et externe, eh bien, on appelle ça une attention double, un peu comme en méditation, et c'est absolument fondamental. Donc dans cette phase de retraitement, le patient fait l'expérience de prise de conscience. Il y a des modifications dans ses souvenirs, il y a des nouvelles associations qui se font, et puis progressivement, la détresse diminue et disparaît. Alors on utilise, peut-être de manière un petit peu excessive, mais c'est une métaphore là encore, l'image de la capsule temporelle pour inciter sur le fait que les fragments du souvenir traumatique sont assez résistants au changement, contrairement aux souvenirs ordinaires. Ils sont un peu figés dans le temps, comme si on les avait mis dans une capsule temporelle, en disant on va rouvrir la capsule dans 50 ans. Donc ces éléments traumatiques sont dans leur réseau neuronal, mais incapables de se connecter avec d'autres réseaux de souvenirs qui contiennent des informations qui sont adaptatives. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, l'EMDR permet cette connexion entre ces deux réseaux de mémoire et ça permet aux informations qui sont dissociées de la mémoire traumatique eh bien, d'être retraitées et intégrées dans la mémoire autobiographique qui peut être mise en mots, qui peut donner lieu à un récit, une narration. Alors là, je vous ai mis quelques éléments, quelques caractéristiques intéressantes de cette psychothérapie. On ne fait pas d'interprétation, on active des ressources d'auto-guérison. En fait, on ne fait que lever des blocages qui empêchaient l'intégration du traumatisme. Le cauchemar, c'est le signe que le traumatisme ne parvient pas à être intégré dans la mémoire. Donc, on ne fait que permettre cette intégration. On ne fait pas d'interprétation, on n'est pas en psychanalyse, on est dans cette phase de retraitement, on est très silencieux, c'est la personne qui doit observer ce qui se passe en elle. Les stimulations bilatérales alternées sont importantes. Il y a eu certaines personnes qui ont dit que ça ne servait à rien. En fait, il y a eu beaucoup d'études qui ont montré que ça servait à quelque chose. Donc, ça rajoute quelque chose qui est quand même intéressant. On prend en compte le corps. Les sensations corporelles, c'est vraiment une dimension majeure. D'ailleurs, on s'en sert pour vérifier à la fin du traitement que le souvenir a été vraiment intégré et que le corps est silencieux à l'évocation du souvenir traumatique. Bien sûr, on utilise la reviviscence du traumatisme, mais de manière très brève. On n'impose pas notre manière de voir les choses, donc il n'y a pas de recadrage cognitif imposé. On demande à la personne de vraiment s'ancrer dans la sécurité
du présent, en notre compagnie, quand elle est avec nous, et on puise bien sûr dans ses ressources. Alors, pour finir, un petit mot sur le propranolol, qui est un médicament qu'on donne pour traiter l'hypertension artérielle. Et ce propranolol, il permet de modifier la reconsolidation. Donc, quand un événement est vécu et mémorisé dans une mémoire à court terme et puis après à long terme, on appelle ça la consolidation du souvenir. Et quand on se rappelle l'événement, en fait, la mémoire de cet événement devient labile, malléable, ce qui fait qu'on peut en profiter, cette mémoire peut être transformée. C'est pour ça qu'on se rappelle que c'est jamais pareil quand on se rappelle de quelque chose et qu'on compare nos souvenirs avec du même événement avec d'autres personnes. C'est toujours très différent parce que la reconsolidation, chaque fois qu'on se remémore l'événement, et bien en fait, on le transforme. Donc, cette reconsolidation, eh bien, elle peut être perturbée par le propranolol, qui est un bêta-bloquant. Donc, si le souvenir traumatique, encore faut-il en avoir une certaine mémoire du souvenir traumatique. Hein. Donc, si on introduit du propranolol avant et qu'on demande à la personne de décrire son traumatisme, eh bien, ce propranolol, qui aura été pris un petit moment avant, va modifier la reconsolidation et aboutir à une transformation du souvenir traumatique dont on a vu qu'il était quand même relativement figé et difficile à faire évoluer. Voilà, donc il y a eu des études, pas mal, qui ont été faites, qui montrent que ça peut être aidant. Donc c'est un des médicaments qui peut être utile dans les syndromes de stress post-traumatique. Pour conclure, l'être humain peut développer une pathologie mentale dans la suite d'un vécu traumatique. Ça, c'est une réalité qu'on voit tous les jours. Toute personne a son seuil de rupture. On a tous une limite, mais elle est différente d'un individu à un autre. On pense qu'il y a des facteurs de protection et des facteurs de risque quant au développement d'un syndrome de stress post-traumatique. Parmi les facteurs de risque, on trouve un faible quotient intellectuel. Donc rassurez-vous, ça ne va pas vous arriver. Quoique, parce que justement, le fait d'avoir un QI élevé n'a pas été démontré comme étant un facteur de protection. Un QI faible est un facteur favorisant, un QI élevé, on ne sait pas. Il faudrait faire des études. La notion de dissociation, elle est fondamentale pour comprendre le développement des tableaux cliniques qui peuvent être très, très variés et parfois très complexes. Donc, c'est vraiment une théorie, la théorie de la dissociation structurelle, qui est tout à fait intéressante pour comprendre et pour intervenir. Cette dissociation, elle fait appel à des notions qui sont connues depuis très longtemps. Vous avez vu la Première Guerre mondiale, voire avant, notamment cette notion de partie de personnalité. Et les études d'imagerie cérébrale confirment ce modèle. Et certaines études confirment même, d'une manière assez extraordinaire, une personne qui a un trouble dissociatif de l'identité. Si on lui demande de penser à son traumatisme quand elle est dans un fonctionnement avec la partie apparemment normale, eh bien, les enregistrements des débits sanguins de son cerveau seront différents de ceux qu'on retrouvera quand on lui fera faire le test, quand elle est sous une forme de partie émotionnelle. Donc, c'est vraiment très, très passionnant. Donc, cette dissociation explique les perturbations de la mémoire que l'on rencontre chez les victimes et les caractéristiques de ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Je vous remercie d'avoir été attentif.